En 1936, un livre a débarqué et a complètement changé la vie de millions de gens. Ce n'était pas un roman, non, mais un guide pratique sur une compétence qu'on utilise tous les jours, mais qu'on maîtrise rarement. On va plonger ensemble dans les idées clés de comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, on en arrive à la grande question. Quelle est la compétence, la faculté la plus précieuse au monde? Il y en a une seule, qui peut vraiment tout changer. Une carrière, une vie sociale et même l'ambiance à la maison. Mais c'est laquelle? Et ce qui est fou, c'est que cette compétence, on ne l'apprend quasiment nulle part à l'école ou à l'université. Dale Carnegie, lui, a vu ce manque. Alors, il a passé des années à décortiquer les relations humaines en se basant non pas sur de la théorie pure, mais sur l'expérience vécue de milliers de personnes. Et l'impact, il a été juste monumental. Plus de 40 millions de lecteurs ont cherché et trouvé des réponses dans ces pages. Ce n'est pas juste un best-seller, c'est un véritable phénomène qui dure. La preuve que ce besoin de mieux comprendre les autres, il est universel et totalement intemporel. Bon, alors, c'est quoi cette fameuse habileté précieuse? Carnegie a découvert que ce n'est ni la connaissance technique, ni le fait d'être un expert dans son domaine. Non, c'est quelque chose de bien plus fondamental. Et attention, ce n'est pas juste une intuition de sa part. Une grosse étude de l'Université de Chicago a montré que la préoccupation numéro 1 des adultes, juste après la santé, c'était les relations humaines. C'est pile au cœur de ce que ce livre explore. On commence avec la toute première règle, la plus essentielle pour maîtriser cette compétence. Et c'est une interdiction. C'est une chose à ne pas faire, et c'est sans doute la plus difficile à appliquer au quotidien. Pour bien comprendre, écoutez cette citation, elle vient de Tougan Crowley, un tueur notoire de l'époque. C'est incroyable, non? Alors qu'il était encerclé par la police, il ne se voyait pas du tout comme un criminel. Pour lui, c'était une victime, un homme au bon cœur. C'est un cas extrême, bien sûr, mais ça illustre parfaitement le point de Carnegie. Et voilà pourquoi la critique, ça ne marche tout simplement pas. Ça ne provoque jamais de changement durable. Au contraire, ça blesse l'amour-propre, ça crée du ressentiment et ça force l'autre à se justifier. Absolument personne, même pas un criminel comme Crowley, ne se reproche quoi que ce soit. Apprendre à ne pas critiquer, ça se travaille. Et l'exemple parfait, c'est Abraham Lincoln. Plus jeune, il était le roi de la critique publique, au point de se faire provoquer en duel. Mais le Lincoln devenu président, lui, avait compris. Après une erreur monumentale de son général Meade, il a écrit une lettre de reproche terrible qu'il n'a jamais envoyée. Il savait qu'elle n'aurait fait que créer de l'amertume, sans rien changer au passé. Ok, donc si on ne critique pas, on fait quoi? Pour ça, il faut comprendre ce qui nous fait vraiment avancer en tant qu'être humain. Carnegie a identifié un désir fondamental, un moteur plus puissant que presque tous les autres. Ce n'est pas le besoin de manger ni de dormir. C'est ce que le philosophe John Dewey a appelé le désir d'être important. Cette soif de reconnaissance, de se sentir valorisé, c'est elle qui nous pousse à acheter une belle voiture, à parler des succès de nos enfants et même à bâtir des civilisations entières. Ce désir, en soi, il est neutre. C'est la façon dont on le nourrit qui compte. Prenez John D. Rockefeller. Il a satisfait ce besoin en finançant un hôpital pour sauver des vies. Et à l'opposé, le gangster Dillinger l'a fait en devenant l'ennemi public numéro 1. C'est le même moteur, mais deux directions complètement opposées. Donc la clé, c'est de comprendre comment une personne cherche à se sentir importante. C'est ça qui nous révèle qui elle est vraiment, et ça nous permet de décoder ses actions. Maintenant qu'on a compris ça, la question c'est comment on s'en sert? Si critiquer est inutile et que les gens sont motivés par leur désir d'importance, comment peut-on influencer leurs actions de manière positive? Et là, Carnegie nous donne le secret, résumé en une phrase. La seule et unique façon de pousser quelqu'un à agir, c'est de lui montrer comment obtenir ce qu'il ou elle désire. Il faut toujours penser du point de vue de l'autre, pas du sien. Et concrètement, ça se traduit par des techniques toutes simples, mais incroyablement efficaces. S'intéresser sincèrement aux autres, pas pour faire semblant. Se souvenir de leur nom et l'utiliser, et enfin, les encourager à parler d'eux en étant à l'écoute. Ces trois actions, elles nourrissent directement le besoin d'importance de la personne en face. De toutes ces techniques, celle-ci est peut-être la plus simple, mais aussi la plus puissante. Oublier un nom, c'est une petite maladresse, mais s'en souvenir et l'utiliser, c'est un compliment subtil et très apprécié. C'est un signe qu'on reconnaît l'autre comme un individu unique et important. Allez, on rassemble tout ça. Comment on met ces principes en pratique, pour de vrai, dans la vie de tous les jours? Résumons tout ça en un petit guide simple. En fait, toute la philosophie de Carnegie tient sur 3 piliers. Premièrement, on résiste à l'envie de critiquer. Deuxièmement, on cherche à comprendre ce qui motive l'autre, son besoin de se sentir important. Et troisièmement, on essaie d'aligner nos objectifs avec les siens pour lui donner une vraie bonne raison d'agir. En gardant ces principes en tête, une question se pose. Que ce soit une négociation, une discussion en famille ou un entretien, quelle est la prochaine conversation importante qui pourrait se dérouler complètement différemment grâce à ça?
La réponse pourrait bien changer la donne.